Bienvenue à ce webinaire organisé à l'initiative de la Direction santé mentale et dépendance du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, en collaboration avec l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance et aussi l'Institut universitaire sur les dépendances. Alors, je m'appelle Léonie Archambault, je suis chercheure à l'Institut universitaire sur les dépendances et je vais co-animer ce webinaire avec ma précieuse collègue Karine Hudon, qui est coordonnatrice de l'équipe de soutien clinique et organisationnelle en dépendance et en itinérance. Karine, aimerais-tu ouvrir ton micro pour dire bonjour? Bonjour tout le monde, content de vous voir encore ce midi. Alors, ce webinaire, c'est le dernier d'une série de 3 sur le thème de l'itinérance et de l'usage de substances dans l'espace public. C'est une programmation qui a été rendue possible par le soutien de notre magnifique comité d'orientation interdisciplinaire et intersectoriel. Vous voyez sa composition à l'écran et aussi grâce au travail de notre petit comité organisateur dont vous voyez aussi la composition là, sur la diapo. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que probablement comme nous, vous êtes préoccupés par le bien-être des personnes qui vivent des situations d'itinérance et qui utilisent des substances psychoactives. D'ailleurs, on a décidé d'organiser cette série de webinaires justement en réponse à différents témoignages d'intervenants qui se demandaient comment on peut adapter nos pratiques à la nouvelle réalité du terrain qui est marquée par plusieurs crises, crise du logement, de l'itinérance, des substances contaminées, donc tout ça qui a des conséquences dramatiques sur les surdoses et aussi sur la santé mentale des personnes qui utilisent des substances. Malheureusement, vous le savez, il n'y a pas de réponse simple à cet enjeu complexe, mais ce qu'on vous propose à travers les 3 webinaires, c'est de se donner un langage commun pour arriver à réfléchir collectivement. Et pour atteindre cet objectif-là, on accueille et on a accueilli à travers ces webinaires-là une dizaine de chercheurs qui ont à cœur le bien-être des personnes et qui nous partagent leurs connaissances et leurs résultats de recherche sous différents angles pour susciter nos réflexions, favoriser une compréhension commune autour de cette problématique. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous pour les 2 webinaires précédents, ne soyez pas inquiets, vous pouvez les visionner en rattrapage sur le site web de l'ESCODI. Le lien est dans le chat. Et je passe la parole à Karine. Oui, je vais vous mettre le lien sous peu, mais aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on a la chance d'avoir 2 présentations. La première s'intitule Consommation de substances en contexte d'itinérance, impact de la visibilité sociale et stratégie de contrôle de la mobilité, qui sera présentée par Caroline Leblanc et Michel Parazelli. Et la deuxième s'intitule Itinérance et espace sécuritaire de consommation, le premier programme de gestion de la consommation de l'alcool au Québec. Elle sera présentée par Dr Stéphanie Marsan, Jorge Flores Aranda et Rocio Mota Ochoa. Je m'excuse, Rocio, j'ai mal dit votre nom. Donc, vous pouvez poser des questions dans le clavarlage tout le long de la présentation. Je vais m'assurer de les remettre aux présentatrices, présentateurs à la fin, à la période de l'échange, à la fin du webinaire. Notez que la séance est enregistrée, mais les périodes de questions seront retirées afin de permettre une prise de parole libre. Euh, L'enregistrement, comme Léonie vous disait, là, je vais vous mettre le lien dès que j'arrête de parler dans le chat pour que vous sachiez le lien pour retrouver l'ensemble des webinaires. Et pour un déroulement optimal, ce qu'on vous demande, c'est de garder votre micro fermé durant la présentation et vous pourrez l'ouvrir si on vous donne la parole lors de la période d'échange à la fin de notre webinaire. Merci Karine. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter nos premiers conférenciers et pendant que je les présente, ils vont pouvoir commencer leur partage d'écran, s'installer pour nous parler. Alors, donc, on a avec nous Caroline Leblanc, qui est chercheure postdoctorale en travail social et qui détient un doctorat en santé communautaire. C'est une personne qui est engagée dans un parcours professionnel et personnel qui incarne une lutte constante pour la dignité, la reconnaissance et les droits des personnes en situation d'itinérance. En ce moment même, elle mène un projet de recherche partenarial sur la mortalité en itinérance au Québec. Également, elle est consultante en itinérance pour accompagner les milieux communautaires et publics dans l'engagement des personnes concernées et le développement de pratiques inclusives et stratégiques fondées sur les droits de la personne. Et elle est en compagnie aujourd'hui de Michel Parazelli, qui est professeur retraité, mais toujours associé à l'École de travail social de l'UQAM. Elle est aussi membre du réseau interuniversitaire Ville-Région-Monde. Il s'intéresse au rapport espace-société, dont les questions de cohabitation sociale dans l'espace public avec les personnes en situation d'itinérance et d'analyse de pratiques communautaires visant l'autonomie des citoyens et citoyennes. Il a dirigé un ouvrage collectif en 2021 intitulé Itinérance et cohabitation urbaine, regards, enjeux et stratégies d'action. Alors, je leur passe la parole. Caroline et Michel, c'est à vous pour les 30 prochaines minutes et quelques minutes avant la fin, je vais vous faire un petit signe là, pour vous informer qu'il vous reste seulement quelques minutes. Alors, à vous la parole.
Ben, merci Léonie. En tout cas, mais un grand merci à toi et aux autres organisatrices de nous avoir invités à faire cette présentation. Caroline et moi avons mis en commun nos expertises respectives pour partager avec vous nos analyses sur l'itinérance et la gestion de la cohabitation sociale qui peuvent avoir un impact sur vos pratiques professionnelles. Donc, je vais débuter en exposant les principaux enjeux entourant les grandes stratégies de gestion de cohabitation sociale, c'est-à-dire des tensions entre deux grandes orientations des pratiques d'acteurs et des positionnements qu'elles induisent dans la manière de faire face à la présence des personnes en situation d'itinérance dans les espaces publics. Dans une perspective de droit, Caroline poursuivra en présentant de façon plus détaillée l'impact négatif des stratégies d'invisibilisation sur la vie sociale des personnes en situation d'itinérance. Nous terminons en évoquant une piste d'action pouvant nous aider à faire un pas de plus dans l'amélioration des conditions de cohabitation. Donc, peut-être un petit rappel, là, Léonie l'a dit, mais l'essentiel de ma présentation, ben, je puise certains résultats dans l'ouvrage collectif qu'on a publié en 2021 sur justement les enjeux de cohabitation urbaine. Donc, je vous le présente. Vous avez beaucoup plus de contenu de ce que je vais pouvoir présenter aujourd'hui. Attendez. Bon. Par contre, peut-être une petite mise au point avant de commencer sur ce qu'on entend par cohabitation, parce que le sens de ce mot-là varie énormément selon les discussions qu'on peut avoir, là. Et il faut le différencier par rapport à deux autres sphères d'activité qui s'entrecroisent. Donc, c'est d'où la difficulté de cerner spécifiquement de quoi on parle quand on parle de cohabitation. Donc, vous avez ici tout ce qui concerne la production d'itinérance, comment on devient une personne en situation d'itinérance, quels ont été les parcours des personnes, puis en fonction aussi des grands déterminants macroéconomiques, politiques, psychosociologiques qui les touchent. Donc, toutes les questions de prévention ou éventuellement les questions de pénurie du logement social ou, je pourrais dire aussi la négligence des politiques publiques face au soutien de ces personnes-là concerne la production de l'itinérance. Même chose pour l'accueil et les réactions par rapport à la présence de personnes en situation d'itinérance. C'est toutes les logiques liées aux services publics, communautaires, de charité, où on dit souvent, ben, il manque de services, on devrait faire plus d'accompagnement. Mais quand on parle de ces choses-là, on ne parle pas de cohabitation spécifiquement, mais c'est sûr que ça a un effet, ça a un impact sur les facilités ou les difficultés de la cohabitation. Fait que pour parler de cohabitation, on parle plus des logiques d'interaction urbaine, publique, conflictuelle, conviviale et solidaire. Donc, c'est vraiment toute la question du vivre ensemble avec ces personnes-là et ces personnes-là aussi, comment elles vivent avec nous là-dedans. Bon, c'est de ça dont on parle habituellement pour les pratiques de cohabitation. Peut-être une mise en contexte un peu plus générale aussi, qui n'est pas souvent abordée, hein, c'est que les tensions sociales associées à la crise de l'itinérance ne sont pas seulement attribuables à la crise du logement, mais aussi aux transformations économiques néolibérales qui incitèrent les villes dès le début des années 90 à se comporter comme des entreprises devant rivaliser avec d'autres villes de même envergure ailleurs dans le monde. Le défi de ces villes est d'attirer des investissements économiques en devenant attractives à l'aide du branding urbain, hein, l'idée de créer un produit urbain. On parle à ce moment-là de ville entrepreneuriale dans la littérature. On s'éloigne donc du service public avec cette approche-là. Montréal a misé sur un segment de marché qui lui est propre et considéré comme prometteur. C'est l'industrie du spectacle et du divertissement. Pensons au quartier des spectacles. Et pour la ville de Québec, ce fut le nouveau Saint-Roch. Hein, les opérations de revitalisation ont permis le développement du quartier des spectacles à Montréal, au cœur de l'ancien Red Light. Et elles se sont heurtées à un problème d'image diffusé par des comportements de marginalité et de pauvreté associés à l'itinérance, la prostitution et la mendicité. Cette présence viendrait compromettre l'ambiance festive à aménager. Bref, elle menacerait ce qu'on appelle souvent l'expérience client, hein. D'où les stratégies de déplacement et de répression auprès des différents groupes de personnes marginalisées au fil des décennies dernières. Cette perte de lieu d'occupation pour les personnes marginalisées, combinée aux pratiques de judiciarisation, ont eu pour effet d'augmenter les tensions liées à la cohabitation dans les années 2000. Donc, c'est important de saisir ça parce que c'est sur un temps long. Souvent, on ne le voit pas lorsqu'on s'occupe quotidiennement des personnes et des situations. Donc, il s'agit de rendre visible aussi les tensions qui existent liées non seulement à la crise du logement, à la pénurie de services adaptés, mais aussi à la perte des lieux les plus propices pour pouvoir occuper l'espace de façon sécuritaire.
Donc, ça donne lieu, en tout cas, nos recherches ont montré qu'il existait 6 grandes stratégies de gestion de la cohabitation urbaine à travers le partage de l'espace public, mais qui s'appuient sur deux dimensions importantes, sur le contrôle de la mobilité, donc le mouvement, et aussi sur la transformation du statut social des personnes comme telles. Donc, on parle de contrôler la mobilité des gens et en même temps d'intervenir pour qu'elle change de statut. Donc, si on prend la première, bon, ce schéma vise à montrer deux orientations très différentes de stratégies de contrôle de la mobilité et d'intervention aussi, on va le voir tantôt, qui visent soit l'invisibilisation de ces personnes-là, parce qu'elles créent des obstacles au développement, ou une visibilisation parce qu'on veut, au contraire, défendre leurs droits et montrer qu'elles existent et qu'elles peuvent s'exprimer, qu'elles peuvent être aussi défendues. Donc, mais à travers justement ces deux orientations-là, on retrouve les 6 stratégies. La première, c'est l'expulsion. Hein. L'expulsion, on peut penser ici carrément, bon, c'est expulser carrément les personnes en situation d'itinérance de certains lieux. Et là, on peut penser ici à la judiciarisation, à force de donner des contraventions. Finalement, ils se retrouvent en prison faute d'avoir payé leur contravention. Euh, Ensuite, donc l'idée, c'est le but, c'est carrément de les faire disparaître de la place. La deuxième stratégie, c'est le repoussement. Hein. Disperser les personnes marginalisées en périphérie en les excentrant du territoire occupé. On peut penser au discours qui existe de plus en plus autour de la déconcentration des ressources pour équilibrer davantage le poids des interventions à faire ou de la présence des personnes en situation marginalisée dans les différents arrondissements. Ou créer des ambiances répulsives telles que la diffusion continue de la chanson Baby Shark, là, vous avez au complexe des Jardins, vous avez sûrement entendu parler de ça. Ou le design hostile, par exemple un accoudoir en plein milieu d'un banc public pour éviter que les personnes s'allongent. Bon, on parle de repoussement. C'est la même chose aussi avec les stratégies de la Société de transport de Montréal qui les expulse pas, mais qui les repousse en disant, vous faites du flânage, vous ne devez pas rester ici, bougez, allez ailleurs, etc. Donc, à la fois, on leur rappelle une norme de comportement, puis en même temps, on les repousse. L'autre stratégie, c'est la concentration, toujours pour invisibiliser. L'idée, c'est d'isoler les personnes marginalisées pour faire écran. Donc, j'ai déjà, en tout cas, entendu oui, un commandant de poste de quartier qui nous disait, écoutez, pour éviter d'avoir des plaintes répétées des commerçants qui trouvaient qu'il y avait toujours un groupe de personnes itinérantes devant leur commerce, eh bien, j'envoie mes patrouilleurs aller les chercher, je les faire conduire au parc Vigée avant qu'il soit rénové, là, et pour justement leur dire, ben, on vous laisse la paix si vous restez là, etc. Donc, on vous concentre. C'est la même chose à Québec, lorsque les personnes en situation de marginalité étaient devant les portes d'un centre de jour qui s'appelait le Rendez-vous Centre-Ville sur la rue Saint-Joseph, où la rue était en période de revitalisation commerciale. On a carrément déménagé la porte d'entrée à l'arrière pour éviter la visibilité de ces personnes-là, donc en les concentrant en arrière. Donc, c'est un autre exemple. Là, on approche plus à la stratégie de dilution qui est davantage près de la visibilité, mais c'est une visibilité conditionnelle. Hein. La dilution, c'est d'atténuer la visibilité des personnes marginalisées en augmentant l'affluence d'autres acteurs. Je pense ici à la programmation continue du parc Émilie-Gamelin, où justement notre regard, notre attention est moins dirigée vers un groupe de personnes en situation d'itinérance qui se l'approprieraient, mais plus avec plusieurs autres personnes ou plusieurs autres activités qui diluent un peu l'importance de cette visibilité-là. Et là, les deux autres stratégies visent une visibilité assumée, c'est-à-dire celle de la représentation, où ça concerne davantage la défense des droits des personnes marginalisées pour faire connaître leur situation. Donc, on parle ici de la sensibilisation, les actions communautaires sur le plan juridique, comme droit devant, par exemple. Bon, voilà. Et l'autre, le rassemblement, ben, on peut penser à l'idée de se faire reconnaître comme des citoyens hein, qui ont droit au respect. On pense ici à la mobilisation collective des personnes en situation d'itinérance, par exemple, au niveau de la nuit des sans-abri, c'est un exemple, ou carrément les campements urbains, bon, qui se multiplient de plus en plus, où on parle de rassemblement, de visibilisation comme tel. La deuxième classe de stratégie de gestion de la cohabitation ben, vise à transformer le statut social des personnes. Et ici,
effectivement, c'est soit l'invisibilisation, soit la visibilisation. Donc, à gauche, vous voyez celle de la normalisation. On vise à prendre en charge, finalement, les personnes pour leur rappeler la norme dominante des comportements attendus pour changer les signes de statut d'itinérant à ceux d'un travailleur ou d'une personne ordinaire. Hein. Puis là, il y a toutes sortes d'approches qui préconisent ce genre d'orientation-là. Je pense le discours tenu par les approches du logement d'abord, ou les programmes de la Société de développement social Ville-Marie, les brigades des espaces publics ou certaines approches de la médiation urbaine comme telle. L'autre orientation, c'est la prévenance. La prévenance, c'est pas la prévention, c'est l'idée d'aller à la rencontre des personnes, au-devant d'elles, pour voir comment on peut être utile, comment on peut les appuyer, pour les prendre en compte, et puis voir un peu comment on peut négocier les normes de façon à ce que les personnes soient un peu plus enrichies par rapport à leur expérience pour effectivement envisager de sortir de la rue. Ou en tout cas, ici, la sortie de la rue appartient aux sortants, tandis que la normalisation, c'est plutôt une incitation forte à sortir de la rue comme telle. Donc, voilà ici pour les stratégies. Et ces stratégies de contrôle de la mobilité des personnes ou de changement de statut, donc ça a été depuis des décennies et encore maintenant, ce sont des pratiques qui existent, mais qui se distribuent en fonction de ces choix, mais qui sont justifiées par des rationalités et qui viennent comme expliquer un peu pourquoi les gens agissent ainsi plutôt d'une autre façon. Et de cette façon-là, on a pu imaginer, pas imaginer, on a pu identifier, qualifier trois types d'imaginaires qui justifiaient la logique d'action et de représentation de ce qui se passe quand on est en présence de personnes en situation d'itinérance dans les espaces publics. Là, je prends le premier. En fait, je vais rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tout ça est justifié par trois démarches de recherche dans le livre, l'ouvrage collectif, que vous pouvez aller voir, consulter pour voir les méthodologies qui ont été utilisées. Bon, le premier imaginaire, celui qu'on a qualifié d'éco-sanitaire, hein, un mot en écologie et le côté sain, le côté sanitaire, propreté, assainissement, OK? C'est l'idée d'interpréter les pratiques d'occupation de l'espace par les personnes marginalisées à l'image d'un environnement naturel dont l'équilibre serait menacé par la présence de ces personnes, un peu comme une invasion risquant de dévitaliser les lieux, hein, qu'on veut développer. Elles peuvent être vues comme un problème de santé ou de sécurité publique à contenir, à l'image d'un risque de contamination, d'une menace appréhendée. Ce type d'idéologie justifie ainsi un discours gestionnaire d'assainissement des nuisances publiques inhérente à la présence des personnes en situation d'itinérance, un peu d'où vient souvent l'expression de nettoyer les lieux. Hein. L'imaginaire éco-sanitaire nourrit quatre représentations sociales bipolaires, c'est toujours ensemble, c'est autour des discours qui sont tenus, c'est autour de la propreté, de la saleté, la sécurité, l'insécurité, la civilité, l'incivilité, ou le cultivé et le sauvage. Le deuxième imaginaire qui est plus démocratique, où on vise la visibilisation, eh bien, cet imaginaire constitue un système de représentation induisant une interprétation citoyenne de l'occupation de l'espace public des personnes marginalisées en termes de justice ou d'injustice sociale. On justifie ainsi un certain nombre de revendications et d'actions visant à soutenir les personnes marginalisées, considérées comme des citoyens laissés pour compte ou victimes de préjugés de profilage social. La défense du droit au logement s'inscrit là-dedans totalement. Donc, l'imaginaire démocratique nourrit trois représentations bipolaires, égalité-inégalité, autonomie-aliénation ou inclusion-exclusion. Bon, face à ces... là, vous retrouvez ici, vous allez avoir accès au PowerPoint, là, les exemples plus détaillés de ce que je viens de décrire. Même chose pour ce qui est des imaginaires. Là, je passe rapidement, vous aurez à les lire tout simplement. Et ça rend compte aussi de la diversité des réactions des acteurs aussi. Hein. Donc, face aux défis que ça représente là, de cohabiter avec des personnes en situation d'itinérance. La première réaction, c'est la compassion solidaire. On est prêt à aider et à offrir des dons aux personnes, aux organismes communautaires. On serait comme dans un imaginaire démocratique davantage. L'autre, c'est l'empathie conditionnelle. On leur souhaite une prise en charge par les services sociaux et de santé, mais on ne veut pas les côtoyer dans notre environnement. Donc, on veut renvoyer la responsabilité aux intervenants qui ont à prendre en charge ce type de tâches, comme on pourrait dire. Et vous avez la protection défensive. Là, c'est les actions mues par le sentiment d'insécurité, d'impuissance ou de rejet.
Je prends des exemples comme les barbelés qui ont été installés par la Fédération interprofessionnelle du Québec dans le centre-sud, autour de leur habitation. Interdire l'accès aux toilettes, comme à l'UQAM. À l'UQAM, on interdit certaines toilettes aux personnes comme telles. Ou créer des périmètres d'exclusion des ressources. Par exemple, le projet de loi 103, j'espère qu'il ne verra pas le jour. Et la protection offensive, c'est d'assurer l'intégrité des normes d'usage des espaces publics avec le design hostile, le profilage social, le démantèlement des camps, par exemple. Donc, puis vous voyez aussi que tout ça bouge un peu avec le temps. Les deux partis principaux en élection municipale là, comme telle, eh bien, ils ont reculé dans le fait de vouloir démanteler les camps de manière systématique, par exemple. Mais c'est tout récent, ça. Donc, face à ces réactions, ces stratégies, comment on peut, en fait, euh, je vais revenir, mais comment on peut se positionner, hein? C'est ça qui est compliqué dans les situations où c'est très complexe, il y a plein de contradictions, on n'a pas beaucoup de ressources, c'est très limité. Mais par contre, on s'est aperçu que dans le désir de vouloir cohabiter, eh bien, il y a quelque chose qui se perdait, c'est-à-dire le sens même de la cohabitation et de l'habitation. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas que les personnes en situation d'itinérance habitent les espaces publics et les espaces communs. C'est comme pas pensable qu'on puisse habiter des lieux comme ça, la rue, hein. Donc, où on veut pas qu'elles habitent comme telles. Donc là, si on veut pas ou on ne reconnaît pas leur présence comme des actes d'habiter, comment pouvons-nous cohabiter? Donc, c'est impossible de cohabiter si on ne reconnaît pas l'autre. C'est comme avec un coloc en appartement. Si on veut cohabiter avec quelqu'un, ben, il faut reconnaître que la personne ait des actes d'habiter avec nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire l'effort pour essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'habiter avant de penser à la cohabitation. Et là, j'ai fait une revue de littérature en anthropologie, en philosophie, en sociologie, et je réduis ça vraiment succinctement en 3 paragraphes. Habiter, parce que c'est très complexe. L'acte d'habiter, c'est un processus de socialisation qui nous engage dans une relation à l'espace visant l'appropriation de lieux pouvant soutenir nos aspirations identitaires. Donc, c'est pas rien. C'est pas le vide, c'est pas de l'errance, vous comprenez? C'est moins la matérialité des lieux qui importe que ce que ces lieux peuvent évoquer en nous comme le reflet de notre existence personnelle et sociale. Habiter, c'est amadouer un lieu, hein. On parle ici d'appropriation objective et subjective de l'espace par le contrôle des frontières, établir des limites, le marquage et la personnalisation. Bon, un coup qu'on a dit ça, habiter en général, pour tout le monde, c'est ça que ça représente. Et l'itinérance vient effectivement interroger la normativité de l'habiter. Jusqu'où l'habitat doit-il être conforme aux règles sociales habitables, acceptables? Parce qu'habiter, c'est pas nécessairement, ça se réduit pas au régime d'habitat acceptable dans notre société occidentale, c'est-à-dire le logement adapté, la propriété privée. Il y a des pratiques d'habiter qui se font en dehors de ces deux formes d'habitat comme telles. Et ça, la littérature le montre aussi beaucoup. Donc, mais habiter en situation d'itinérance, je voudrais dire quoi en fonction de la définition d'habiter que je vous ai lue? En fait, c'est de reproduire les conditions potentielles d'un chez-soi dans les espaces publics et d'autres lieux qui ne correspondent pas aux formes d'habitat reconnues, comme les terrains vagues, des portiques de commerce, abris d'autobus, etc. Et c'est d'y retrouver un minimum d'intimité et de protection pour pouvoir se ramasser seul ou avec d'autres, hein. Eh bien, dans le contexte d'une régulation répressive, eh bien, ça devient un acte précaire d'appropriation de lieux pouvant être maîtrisé de façon éphémère, mais dont l'occupation ne peut être stabilisée. Il y a différents degrés d'occupation de l'espace qui permettent en fait l'habitabilité là, comme telle. Les campements urbains ben, étant une forme plus proche d'un chez-soi comme tel qu'un un coin de couloir de métro, comme on dit. Mais il reste que ça reste des actes d'habiter et des efforts d'habiter les lieux. Donc, on le voit bien, par des campements qui ont été démantelés, les gens l'exprimaient bien, hein. Bon, c'est un exemple rapide. Mais que veut dire à ce moment-là cohabiter dans ces conditions-là, hein? Cohabiter implique d'habiter avec une ou plusieurs personnes habitant le même espace, privé, public ou commun. Habiter avec quelqu'un suppose d'abord de reconnaître nos actes d'habiter mutuels en établissant des règles d'usage et d'occupation. Et donc, ça implique quoi? Ça implique de mettre en discussion des pratiques d'habiter mutuel entre citoyens qui sont contraints de se voisiner pour convenir de modus vivendi commun.
négocier des temps, des usages, partager des espaces de vie, limiter des affrontements par des régulations. Donc, c'est clair que même si on n'a pas les mêmes pratiques d'habiter, ben, il faut pouvoir les reconnaître et puis en discuter encore plus, étant donné que ça s'éloigne du mode d'habiter habituel. Donc, question à réponse variable, à quelles conditions les citoyens et les citoyennes marginalisés et non marginalisés peuvent-ils cohabiter? Quelles approches démocratiques peuvent procurer socialement de la sécurité et de la solidarité entre nous? C'était ce genre de questions-là que nous amènent nos analyses comme telles. Et voilà, là, c'est la présentation de Caroline qui suit. Merci, Michel, pour cette présentation. Il s'agit vraiment des questions très pertinentes parce que l'invisibilisation des personnes qui habitent la rue vont les marginaliser davantage, puis aussi nuire à leur participation sociale. Après avoir un peu abordé les stratégies de partage de l'espace public entre les personnes marginalisées que Michel nous a présentées et les autres acteurs, dans ma partie, je vais présenter davantage, je vais vous parler davantage du concept du cercle de l'invisibilité qui est issu de ma thèse et qui fait beaucoup écho aux conclusions de Michel. Ce concept permet de mieux comprendre les différentes formes d'oppression vécues par les personnes qui vivent dans la rue, puis il permet aussi d'approfondir notre compréhension systémique en tenant compte à la fois des expériences individuelles, mais aussi des dynamiques collectives. Alors, bien sûr, ça va être assez résumé, mais tout d'abord, il est important de comprendre que l'inaccessibilité et le non-recours doivent être vus et compris comme un phénomène systémique et non individuel parce que derrière chaque refus ou difficulté d'accès se cache une barrière structurelle. Certaines sont organisationnelles, d'autres peuvent être environnementales ou ils peuvent être aussi liés aux mesures d'exclusion, par exemple la consommation. Dans les faits, il y a plusieurs refuges qui vont opter pour une tolérance zéro. D'autres ressources vont mieux adapter des pratiques de tolérance pour assurer une consommation plus sécuritaire, mais sans nécessairement mettre un cadre ou un protocole qui est clair et les officialiser, ce qui fait que ces pratiques sont souvent appliquées selon le jugement des intervenants, ce qui va entraîner des incohérences et ne parviendra pas efficacement à prévenir les surdoses là, dans les ressources d'hébergement. Parce que les personnes, peuvent aussi continuer à éviter soit les hébergements ou ils vont être portés encore à cacher leur consommation lorsqu'elles vont y avoir recours par crainte d'être expulsées ou de se voir saisir son matériel de consommation ou voire même sa consommation, et ça au détriment de leur sécurité. Donc, il est essentiel de comprendre les raisons du refus d'un service, mais aussi les relations que les personnes entretiennent avec ces ressources pour améliorer nos pratiques et adapter nos structures afin qu'elles répondent aux réels besoins des personnes qui vivent en campement. Donc, il faut toujours avoir une offre diversifiée. Alors, on peut changer, Michel? Alors, que les personnes habitent la rue, elles doivent vivent avec un accès limité. Elles n'ont pas les mêmes ressources, en fait, que les personnes qui sont logées. Les personnes sont confrontées à des conditions de vie précaires marquées par des risques vraiment accrus de maladies et de mortalité, une réalité encore trop peu documentée au Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les campements ne sont pas un choix, mais le résultat d'un manque de logement adéquat et de la discrimination systémique. Ils deviennent pour beaucoup leur seule option viable. Alors, en attendant que des logements adéquats soient disponibles, il est essentiel de protéger les droits fondamentaux de ces personnes, leur sécurité, en répondant aux besoins immédiats et en préservant leur dignité, par exemple en leur donnant accès à de l'eau, des sanitaires, la gestion de déchets, mais aussi du soutien pour défendre leurs droits. Alors, de structurer nos réponses pour que les personnes qui vivent en campement puissent avoir une plus grande stabilité leur permettrait de se créer un espace à soi, ce qui favoriserait un meilleur sommeil, qui leur permettrait d'avoir accès à des ressources matérielles qui vont augmenter leur qualité de vie et de tisser des liens avec leur communauté, des liens qui deviennent des véritables réseaux d'entraide et de protection particulièrement importants en contexte de crise et surdose. On peut changer. Alors, il existe en ce moment de fortes tensions sociales. La présence des campements
dans l'espace public remet en question nos normes sociales établies sur l'usage de ces lieux, puis il peut provoquer un sentiment de déséquilibre aussi et d'impuissance auprès de la population domiciliée, ce qui conduit à une volonté de réguler ou d'effacer la présence des personnes qui vivent en campement en utilisant des mesures répressives ou de contrôle, un peu ce que Michel a abordé précédemment. Sauf que je le mets en perspective sur trois postures sociales qui se distinguent. Il y a l'intolérance qui va limiter les choix des personnes de se déposer quelque part et qui va renforcer justement tous les préjugés, la stigmatisation et la violence qui peut être portée à leur égard. Cette intolérance-là va se traduire aussi par des mesures coercitives, par exemple les démantèlements, mais aussi le contrôle social, par exemple la surveillance intensive, l'intimidation ou la réduction des capacités des personnes en les privant de ressources nécessaires à leur survie afin de les éloigner. Puis, il y a la tolérance qui laisse une certaine marge de manœuvre, mais sans réellement soutenir les personnes qui vivent en campement ou d'apporter une cohérence dans les pratiques, ce qui les maintient dans une grande précarité et une insécurité de se voir démantelés à tout moment. Et la troisième posture des réactions sociales, c'est plus ceux qui souhaiteraient être davantage dans la solidarité et proposer une autre manière de créer un monde en aménageant nos espaces selon leurs besoins, en favorisant des liens sociaux et à assurer une continuité des soins et des services, mais aussi en favorisant leur appartenance et leur participation sociale, ce qui leur permettrait de se sentir mieux considérés et soutenus dans un contexte où leur vie est toujours mise à l'épreuve. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui habitent la rue doivent vraiment se créer un monde à soi dans l'interdit et l'intolérance au prix de leur santé, leur sécurité, leur dignité, parce qu'on adopte encore des approches répressives pour contrôler leur présence dans l'espace public. Cependant, les expulsions forcées sont interdites par le droit international parce que ça aggrave la vulnérabilité des personnes et toute leur relocalisation doit être exceptionnelle, faite avec consentement et d'offrir des conditions équivalentes ou meilleures. Les tribunaux canadiens reconnaissent ce principe. La Cour supérieure de l'Ontario a affirmé que les personnes ne peuvent pas être expulsées sans leur proposer une alternative adéquate. Puis la Colombie-Britannique ont reconnu aussi le droit constitutionnel à s'abriter lorsque les refuges sont insuffisants. Alors, on peut changer, Michel. Alors, les démantèlements, dans les faits, lorsqu'on parle d'un démantèlement forcé, ça a beaucoup de conséquences humaines et sociales. Souvent, c'est réalisé dans l'urgence, puis ça amène justement une perte des effets personnels, ça leur réduit la capacité à s'organiser et à répondre à leurs besoins de base. Elles doivent toujours choisir entre l'urgence ou les démarches essentielles pour prendre soin d'elles. Donc, ces mesures répressives vont les déraciner de leur réseau, vont provoquer une perte de repères et les forcer à se déplacer constamment ou voire même s'isoler pour éviter un nouveau démantèlement. Il faut se rappeler que chaque démantèlement en appelle un autre, le temps de trouver un endroit plus stable, ce qui renforce vraiment le sentiment d'instabilité et d'insécurité en les exposant à une plus grande vulnérabilité à la violence parce qu'elles se déplacent toujours dans de nouveaux environnements. Les démantèlements, donc, provoquent vraiment une charge mentale et des blessures physiques, surtout une perte de confiance envers les institutions. Et au final, ils creusent davantage l'exclusion plutôt que d'y répondre. On peut changer. Alors, oui? 3-4 minutes? 3-4 minutes, est-ce que ça serait correct? Oui, parfait. Donc, rapidement, agir dans une approche de droit mène à refuser toute criminalisation de l'itinérance, mettre l'accent sur la dignité, la participation et l'autonomisation des personnes. C'est aussi axé sur la non-discrimination en appliquant des approches transversales à nos actions, par exemple le respect des droits des peuples autochtones, l'analyse comparative entre les sexes, la sécurisation culturelle, l'approche sensible autrement. C'est de faire des liens aussi avec les droits légaux, droits national et international dans nos actions. C'est aussi on peut changer, exiger que les gouvernements de tous les paliers assument leurs responsabilités, poursuivent leurs efforts pour créer des logements. On peut changer, Michel. Donc, exiger au gouvernement de poursuivre leurs efforts, mais aussi de créer, de collaborer davantage avec les personnes concernées dans des solutions durables et adaptées. On peut changer.
Et donc, donner les moyens aux personnes qui vivent en campement de revendiquer leurs droits et de participer à la définition des problèmes et l'élaboration des politiques. Et pour finir, ce qu'on veut que vous retenez de cette présentation, vous avez 3 exemples aussi de documents de comment on peut engager les personnes vivant en campement dans les décisions. Et pour la prochaine diapo, c'est un petit résumé de ce qu'on souhaite que vous retenez. Donc, pour cohabiter, il faut reconnaître l'acte d'habiter des personnes avec lesquelles nous cohabitons et les actions répressives affectent la santé et la vie des personnes qui vivent dans la rue. Les campements ne doivent pas être permanents, mais représenter une solution pour tendre vers la réalisation des droits des personnes et les efforts concertés doivent se poursuivre et la voix des personnes vivant en campement doivent être au cœur de nos débats. Alors, merci beaucoup. Merci Caroline et Michel, c'était vraiment intéressant, puis ça promet pour les échanges tout à l'heure. D'ici là, on a encore une autre belle présentation. Donc, pendant que je vous présente nos prochains conférenciers, ils vont pouvoir commencer leur partage d'écran, se préparer. Donc, on a avec nous Rocio Mota Ochoa, qui est professeure adjointe à l'École de travail social, anthropologue culturel de formation avec une spécialisation en anthropologie médicale, en études des sciences et technologies et en théorie féministe et en théorie décoloniale. On a aussi Dr Stéphanie Marsan, qui est chef médical du service de médecine des toxicomanies du CHUM, également professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal et chercheure clinicienne au Centre de recherche du CHUM ainsi qu'à l'Institut universitaire sur les dépendances. Ses travaux portent sur la co-construction de trajectoires de soins en médecine des toxicomanies en collaboration avec les établissements de santé et les communautés autochtones. Et aussi, on accueille Georges Flores-Aranda, professeur à l'École de travail social de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche du Canada Tradis et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, aux risques et au Centre de recherche Charles Lemoine. Il s'intéresse aux liens entre la consommation de substances et la sexualité et aux enjeux vécus par différentes populations, dont les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Il travaille en collaboration avec les milieux de pratique et les organismes communautaires. Donc, à vous la parole, chers collègues, pour les 30 prochaines minutes. Et si vous êtes d'accord, j'ouvre mon micro quelques minutes avant la fin pour vous faire un petit coucou. Alors, c'est à vous. Merci Léonie et merci de l'invitation. Alors moi, c'est Stéphanie Marsan et puis on va vous parler aujourd'hui du premier programme de gestion d'alcool qui a été développé par Projet autochtone du Québec. Je vais aller à la prochaine diapo. Donc, on va commencer par faire une petite mise en contexte. Ensuite, Jorge va vous parler des wet shelters et des programmes de gestion de la consommation d'alcool. On va ensuite on va vous parler un petit peu du programme de gestion d'alcool de Projet autochtone du Québec. Rosso va vous parler des résultats et on va terminer avec un témoignage. Alors, prochaine diapo. On peut y aller, on peut continuer. Alors, juste pour vous donner un aperçu populationnel, selon le dernier recensement qui a été fait en 2021, il y avait à ce moment-là plus de 205 000 personnes autochtones au Québec, ce qui représente environ 2,5 % de la population. Il y a 11 nations au Québec, avec 41 communautés des Premières Nations et 14 villages inuits qui se retrouvent sur le territoire du Nunavik. Il faut aussi savoir que la majorité des personnes autochtones habitent en milieu urbain, c'est-à-dire 62,5 %, avec 37,5 % des gens qui habitent toujours en communauté. Et aussi, il faut savoir qu'au Québec, plus de 78 % des personnes autochtones qui vivent en communauté vont parler une langue autochtone, comparativement à seulement 7 % des gens qui vivent à l'extérieur de leur communauté. À Montréal, selon encore le recensement, il y avait à ce moment-là plus de 46 000 personnes autochtones qui habitaient à Montréal, ce qui représente environ 0,6 % de la population entière. Il faut savoir aussi que 12 % de la population en situation d'itinérance sont des personnes autochtones. Et de ce 12 %-là, plus de la moitié des gens proviennent des communautés inuites. Alors, il y a vraiment une surreprésentation des personnes autochtones en situation d'itinérance à Montréal. C'est important aussi de savoir que les Premières Nations au Canada
ont une espérance de vie de 8 ans inférieure à celle des Allochtones, tandis que chez les Inuits, la différence est de 13 ans. Allez, la prochaine diapo. Et bien sûr, pour expliquer tout ça, il faut regarder un peu les déterminants de la santé chez les Autochtones. Et je trouve que le modèle de Reading and Wean qui a été publié en 2013 vient vraiment très bien illustrer ça avec le visuel de l'arbre. Alors, quand on regarde les feuilles, chaque feuille, c'est une personne autochtone. Puis on regarde vraiment à la base de tout ça, toutes les racines, on vient retrouver le colonialisme, la loi sur les Indiens, le processus décisionnel politique, les pensionnats, l'abattage des chiens de traîneau qu'on appelle aussi les Inuits. Et puis tout ça vient ensuite donner naissance au racisme, l'hébergement inadéquat, la pauvreté, l'insécurité économique, l'insécurité alimentaire. Puis à cause de tout ça, ça mène à la dépendance, les maladies cardiaques et le diabète. On va passer à la prochaine. Selon la DRSP de Montréal, les Autochtones en situation d'itinérance consomment majoritairement de l'alcool et le cannabis. Mais depuis la pandémie, on voit vraiment une augmentation de consommation du crack. Et dans la dernière année ou deux, il y a vraiment le speed et le crystal meth qui sont à l'avant-plan. Allez à la prochaine diapo. Bien sûr, les gens qui consomment vivent énormément d'enjeux. Si on regarde justement le trouble d'usage de l'alcool, on retrouve une plus grande prévalence de problèmes de santé, que ce soit au niveau hépatique, au niveau cardiaque ou neurologique, par exemple. On trouve aussi taux augmenté de troubles en santé mentale et les gens sont vraiment plus vulnérables aux blessures en lien avec les chutes, victimes d'accidents de la route, victimes d'agressions aussi. Donc, on va continuer en parlant de qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle les wet shelters en général et de manière plus pointue, plus particulière, les programmes de gestion de la consommation d'alcool. Donc, il faut regarder que les services qui sont offerts aux personnes en situation d'itinérance se situent tout au long d'un continuum. Donc, on sait qu'il y a la majorité des services qui sont ce qu'on appelle des services dry, des services secs, si on peut les appeler comme ça, où la consommation d'alcool est interdite, et toute consommation est interdite, et également l'accès à des personnes intoxiquées à l'alcool, il est interdit. Et par la suite, il y a une autre catégorie qui regroupe d'autres types de services. Il y a les services qu'on appelle damp, ou si on préfère humides, où la consommation d'alcool sur place est interdite, mais les personnes intoxiquées peuvent être admises. Par exemple, on peut penser à des centres de décalissement, par exemple. Et il y a aussi à l'autre extrême du continuum deux types de services. Ce qu'on appelle les services wet, c'est-à-dire où la consommation d'alcool est permise, mais il y a différentes modalités à l'intérieur de ce qu'on peut appeler les services wet. Il y a les services où les gens peuvent, par exemple, apporter leur propre consommation et où il y a, par exemple, une vérification de la qualité de l'alcool par le personnel. Et il y a un autre programme qui est beaucoup plus structuré, qui sont les Managed Alcohol Programs ou les programmes de gestion de la consommation d'alcool, où il y a une structure qui permet à des personnes qui fréquentent ce type de services d'accéder à des doses prédéterminées d'alcool dans un intervalle de temps, suite à une évaluation qui s'est faite souvent par une équipe médicale et qui produit donc un programme personnalisé pour cette personne-là. Les programmes de gestion de la consommation d'alcool sont une expertise très canadienne. C'est au Canada où il y a la plupart de ces types de programmes. Et c'est aussi dont on va parler un peu plus tard, le programme spécifique à Montréal qui a été le premier à être implanté. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit d'un mode d'intervention donc, qui s'appuie sur une approche de réduction de méfaits. Ce sont des services qu'on pourrait qualifier de au seuil d'exigence parce que les personnes qui sont admises en quelque sorte doivent remplir certains critères, doivent répondre à certains critères, avoir certaines caractéristiques, mais c'est des services qui s'appuient sur une approche de réduction de méfaits, ce qui c'est offrir à des personnes en situation d'itinérance dont l'état de santé est précaire la plupart du temps,
des services d'hébergement où la sobriété, évidemment, n'est pas c'est une condition d'accès et souvent, donc, il y aura un programme personnalisé pour leur consommation d'alcool. Les services peuvent être implantés dans à peu près n'importe quelle ressource, que ce soit des centres de jour, des ressources d'hébergement, des centres de soins, que ce soit les hôpitaux, les CHSLD. Par ailleurs, il faut noter qu'au Québec, il y a plusieurs CHSLD où, sans qu'elles soient formalisées nécessairement, il y a ce qu'on pourrait qualifier les programmes de gestion de la consommation d'alcool, c'est-à-dire qu'il y a des personnes résidentes qui vont euh, se voir gérer en quelque sorte leur consommation d'alcool par le personnel. Et on pense au service, qu'on pense au service, par exemple, du manoir des Lâches d'Or ou à d'autres types de CHSLD où il y a cette forme des services qui est parfois moins formalisée. Des hôpitaux, certaines unités d'hôpitaux, où on voit aussi, par exemple, que certaines personnes vont recevoir ce type de services. Donc, les services web en général peuvent être implantés dans différentes ressources. Bien sûr, ce qu'on voit concernant les programmes de gestion de la consommation d'alcool en particulier sont implantés souvent dans des organisations communautaires qui offrent des services d'hébergement à des personnes en situation d'itinérance. Ce qu'on voit aussi que les services les services de consommation d'alcool pour les personnes en situation d'itinérance sont quand même assez interdisciplinaires. On voit qu'il y a une collaboration entre personnel de santé et intervenants psychosociaux. Donc, on voit dans ces graphiques-là qu'il y a quand même une proportion assez grande de personnel médical, infirmières, médecins, mais aussi un tiers des services qui sont offerts par des personnes qui sont des intervenants psychosociaux. Donc, ça démontre aussi l'importance d'offrir des services interdisciplinaires et donc pouvoir répondre également aux besoins variés des personnes qui fréquentent ces services. Il y a différents autres services qui sont offerts à l'intérieur de ces ressources. On pense à des services de santé, c'est dont on va parler plus tard. Par exemple, la collaboration avec un hôpital universitaire et une organisation communautaire, des services psychosociaux qui peuvent parfois inclure l'aide au logement, la réinsertion sociale. Donc, bref, il peut y avoir une panoplie de services qui sont intégrés dans ce type de ressources. Évidemment, ce ne sont pas toutes les ressources qui offrent l'ensemble de ces services, mais ce qu'on voit dans la littérature, c'est que différents services peuvent être offerts à l'intérieur de ces types de dispositifs. Donc, je vais laisser la parole de nouveau à Stéphanie pour parler plus précisément du programme de gestion de l'alcool chez Projet Autochtone du Québec. Alors, pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Projet Autochtone du Québec, ou qu'on appelle aussi PAC, parce que c'est plus court, c'est un organisme communautaire autochtone qui a été créé en 2004 et qui va venir soutenir les personnes des Premières Nations, Métis et Inuits, qui sont à risque de devenir en situation d'itinérance ou de l'être, tout simplement. Ils offrent plusieurs différentes options d'hébergement. Ils ont un wet shelter, ils ont un refuge sec, ils ont une maison pour les gens qui sont à la recherche de sobriété. Et ils ont maintenant aussi un programme de gestion d'alcool. En plus de ça, ils offrent plusieurs différents services qui vont venir favoriser le mieux-être et la guérison, la réinsertion sociale et offrent plusieurs différentes activités pour venir renforcer ce sentiment d'appartenance à la communauté. On peut passer la prochaine. Et puis, alors, l'organisme avait remarqué même avant la pandémie, qu'il y avait un nombre grandissant de personnes qui étaient particulièrement vulnérables au danger dans la rue, à cause de leur âge, à cause de la détérioration ou même l'augmentation des problèmes de santé physique et de santé mentale et à cause de la consommation de substances. Il y avait aussi un manque de ressources. Et donc, il y avait plusieurs membres de la communauté qui disaient justement ne pas arriver à suivre. Plusieurs gens beaucoup des membres de la communauté autochtone à Montréal font partie de petits groupes
où ils vont développer leur propre petite communauté. Pendant des années, vont faire partie de cette communauté-là, boire ensemble, consommer ensemble, manger ensemble, vont se soutenir. Mais avec l'âge, avec les problèmes de santé, les gens n'arrivent plus à se mobiliser et donc ils perdent la sécurité de leur groupe. Et à cause de la consommation, par contre, ne sont pas admissibles à aller en CHSLD pour avoir des soins puis avoir ce soutien-là. Alors, il y a vraiment, le pacte avait remarqué vraiment un manque de ressources pour venir soutenir cette population. On va aller à la prochaine. Puis on sait que chez les personnes autochtones, l'accès est très difficile aux services de santé. La majorité ont été victimes de discrimination, de racisme. Donc, on comprend leur méfiance face au système de santé. Il y a aussi une incompréhension du fonctionnement de ce qui se passe, comment ça fonctionne dans un établissement de santé. Donc, bien entendu, lorsqu'on leur donne rendez-vous, souvent il y a de l'absentéisme au rendez-vous, lorsqu'ils se présentent à l'urgence pour traiter un problème urgent, souvent, ils ne restent pas pour tout l'épisode de soins. Il y a souvent ils partent en refus de traitement et leurs problèmes se chronicisent et deviennent de plus en plus sévères. Allez, la prochaine diapo. Donc, PAC voulait vraiment développer justement un programme de gestion de l'alcool, mais parce que cette population-là avait aussi un grand problème de santé, voulait vraiment avoir une collaboration avec un établissement. Et donc, c'est le service de médecine des toxicomanies du CHUM qui a développé, avec lequel ils ont développé un partenariat. Allez, à la prochaine diapo. Alors, juste pour vous donner une petite description du programme. Alors, le programme a ouvert ses portes au mois de décembre 2020. Alors, en quelques mois, le programme a été développé vraiment très rapidement. Et ce qu'il offre depuis ce moment-là, c'est vraiment une maison avec des chambres individuelles, avec des salles de bain partagées, des aires communes partagées, un salon, une cuisine. Et on offre aussi un accompagnement individualisé avec une équipe d'intervenants. Il y a un travailleur social, il y a un guérisseur, un aîné qui va venir voir les résidents aussi. On offre aussi de l'animation avec des activités communautaires, culturelles pour venir vraiment aider à ce que les gens retrouvent leur identité autochtone et puis pour venir travailler pour retrouver ce sens de l'identité et un sens à la vie. Et avec tout ça, il y a aussi un service d'alcool où il y a une dose d'alcool qui est prescrite à des heures précises au courant de la journée. Et c'est vraiment individualisé à chaque résident. Prochaine diapo. Alors, qui peut faire partie de ce programme-là? C'est sûr, c'est vraiment une participation volontaire. Au début, le programme était ouvert aux hommes autochtones âgés entre 18 et 75 ans, mais depuis quelques années, les femmes sont aussi peuvent aussi y accéder. Il faut être en situation d'itinérance, avoir un trouble lié à l'utilisation d'alcool sévère et il faut être au stade de changement de pré-contemplation ou de contemplation. On ne va pas accéder à ce service-là si on veut diminuer ou arrêter notre consommation, finalement. Et il faut aussi être quand même assez vulnérable face à la vie de la rue, avoir été victime d'agression physique, avoir un diagnostic de santé physique ou de santé mentale associé. Puis ce qui est vraiment très intéressant avec ce programme, c'est vraiment qu'on est venu apporter le soutien médical. Alors avant qu'un résident soit admis au programme, il y a une évaluation médicale qui est faite par le service de médecine des toxicomanies au CHUM. L'évaluation de la consommation est faite, une prise en charge des problèmes médicaux, de la santé mentale aussi.
L'équipe vient visiter les résidents de façon hebdomadaire. Des fois, c'est plus mensuel aussi. Chaque résident a son plan de traitement avec des doses individualisées pour s'assurer que la personne n'est pas trop intoxiquée, mais n'a pas non plus de symptômes de sevrage. Et puis, l'équipe est aussi de garde 24 heures sur 24 en cas d'urgence. L'équipe aide aussi à faciliter les suivis avec les spécialistes, fait la liaison avec les différentes pharmacies et c'est PAC qui va venir accompagner les résidents aux rendez-vous médicaux. Alors, bien entendu, ce programme-là a été mis sur pied. On voulait évaluer, voir un peu quelles étaient les retombées. Alors, pour l'évaluation, pour le volet quantitatif, on a voulu regarder un peu ce qui se passait un an avant la mise sur pied du programme et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau médical pour l'année suivante. Alors, vraiment, on a fait une revue rétrospective de dossiers, mais pour les dossiers seulement au CHUM. Ensuite, on a aussi fait, pour le volet qualitatif, la période d'évaluation était de décembre 2021 à 2022, avec des questionnaires de satisfaction, des entrevues semi-dirigées, des entrevues informelles. Rossio va pouvoir vous en parler un peu plus. Et on a vraiment été rencontrer les résidents, le personnel de PAC et l'équipe médicale du CHU. Prochaine diapo. Donc, au niveau quantitatif, on peut vous dire que durant la période, la première année du programme, il y a 13 hommes autochtones qui ont bénéficié du programme. L'âge entre 31 et 67 ans, mais alors avec une moyenne d'âge de 50 ans, avec 7 personnes provenant qui étaient des Premières Nations et 6 provenant des communautés inuites. Au niveau des antécédents médicaux, 4 résidents avaient une infection virale chronique, 4 avaient déjà eu un traumatisme crânien et la majorité rapportait au moins un autre problème de santé chronique, que ce soit une cirrhose, une insuffisance cardiaque, une pancréatite chronique, et ainsi de suite. Au niveau des antécédents de santé mentale, en arrivant à l'admission, 10 avaient un trouble de santé mentale diagnostiqué et 10 avaient aussi un trouble d'usage lié à une substance en plus de l'alcool. Puis lorsqu'on a commencé à faire la révision de dossier, on s'est rendu compte que il y a vraiment, les visites à l'urgence ont vraiment énormément diminué, de 13 visites à 5 visites, et que ceci était plutôt en lien avec des problèmes de santé chroniques comparativement à avant où les gens venaient parce qu'ils étaient intoxiqués, parce qu'ils avaient des symptômes de sevrage. Alors là, on venait vraiment adresser beaucoup plus les problèmes de santé chronique. On a aussi remarqué une légère diminution des hospitalisations. Alors, il y avait une petite diminution des hospitalisations ont lieu, mais encore là, on était vraiment plus dans le traitement des maladies chroniques. On a vu aussi une amélioration de la prise en charge médicale. Les patients venaient à leur rendez-vous en clinique ambulatoire. Il y a eu une augmentation aussi de médication qui était prescrite et d'adhérence à la prise de médication. Et on a aussi remarqué qu'il y a eu vraiment une diminution au niveau de la consommation d'alcool, une réduction ou même une cessation complète des autres substances. Donc, il y a vraiment eu un changement au niveau de la consommation. Prochaine diapo. Puis là, je vais laisser Rossio. Oui, en fait, c'est moi qui vais prendre le relais. Rossio a dû partir, malheureusement, il avait un cours à 13 heures, donc je vais parler du volet qualitatif qu'on a mené d'ailleurs ensemble avec Rossio Mota, que vous savez, donc vous avez entendu la bio au début de la présentation. Donc, on a mené plusieurs activités pour évaluer de manière qualitative le programme.
une de ces façons-là était d'avoir un questionnaire de satisfaction et on a vu au fait qu'il y avait deux éléments importants. Le premier était l'adhésion, c'est-à-dire qu'on a vu les personnes résidentes, on améliorait leur adhésion aux médicaments, c'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas très observants par rapport à leur médication et que maintenant, lorsqu'ils étaient dans le programme, ils étaient beaucoup plus observants à leur médication, ils avaient un meilleur sommeil, une meilleure hygiène personnelle et que leur état de santé s'était amélioré de manière générale. On a observé également une réduction du nombre des refus de traitement, une meilleure adhésion au rendez-vous en consultation externe. Et ça, on peut entre autres l'expliquer sans doute aussi par l'accompagnement des personnes intervenantes de PAC vers les services hospitaliers ou les services de santé en général. Et on a vu également une diminution très marquée des visites aux urgences, qui est également vue dans d'autres services des CEPI. On a vu également des améliorations dans les relations entre les résidents et le personnel de MAC et également le personnel médical. Évidemment, au début, il a fallu une période d'adaptation, mais on a vu qu'au fil du temps, il y avait une amélioration dans les relations dans l'ensemble des parties prenantes de ces services-là. Une augmentation aussi du sentiment de sécurité au sein du programme et une meilleure connexion avec la culture, les valeurs, les croyances des participants. Comme Stéphanie le mentionnait plus tôt, il y a dans le service de consommation d'alcool de PAC différentes personnes intervenantes. Il y a aussi une personne aînée. Il y a également des membres de la communauté. Donc, il y a une forme de reconnexion qui s'est fait aussi avec la culture et les valeurs traditionnelles. Également, il y a quelques barrières. Donc, parfois, des personnes voyaient une forme d'incompatibilité entre les plans des consommations d'alcool individualisés et sa habitude des consommations qu'ils savaient avant leur entrée au programme. Un résident dit, par exemple, je ne suis pas un enfant, j'aimerais avoir la liberté de boire quand je veux, où je veux, autant que je veux et ce que je veux. Donc là, à Pâques, les personnes boivent de la bière à des moments prédéterminés dans la journée en fonction de leur plan des consommations individualisées. Mais bien sûr, ce plan va différer pour la plupart de l'habitude des consommations que les personnes avaient avant d'entrer dans le programme. Donc, il y a une période d'ajustement qui doit se faire et aussi un travail des personnes intervenantes pour mieux accompagner les personnes pour accepter ces plans d'alcool individualisés. On a observé aussi que les personnes rapportaient des comportements hostiles et des conflits. Par exemple, une personne intervenante disait que les comportements hostiles peuvent vraiment poser un problème pour le fonctionnement global de la maison. Ils peuvent déranger les autres résidents, peuvent être dangereux pour le personnel et c'est une lutte constante. Ce sont également des obstacles qu'on observe ailleurs dans d'autres services de ce type. Et encore une fois, ce sont donc des actions qui doivent être prises au fur et à mesure pour apporter des solutions à ce type de barrières. Il y a aussi la perte de vue la nuit. Donc, pour la plupart des personnes, il y avait une quête de survie. Donc, comme dit cette citation, ils cherchaient de l'argent pour se procurer de l'alcool. Et après avoir rejoint le programme, nous leur avons retiré ces buts. Donc, remplacer leur but est un énorme défi dans le programme. Donc, les gens, au début, s'ennuyaient de ne pas être dans la rue, de ne pas être dans leurs activités courantes qu'elles savaient avant d'arriver au programme. On l'observe aussi dans d'autres services de ce type. Il y a une charge de travail importante du personnel et un roulement important. On le voit aussi dans cette citation. On dit là, parfois la maison peut être très, très agitée. Certains jours, il se passe beaucoup de choses. C'est un répit pendant tout le quart de travail. Il y a des bagarres qui sont sur le point de commencer. Il y a beaucoup de complications verbales. Quelqu'un peut créer des frictions pendant tout mon quart de travail. Quelqu'un est en mode crise, par exemple, ce qui est une situation très grave qui exige mon attention. Donc voilà, c'est un milieu de travail qui peut être exigeant et qui donc parfois va créer ces roulements des personnes. Plusieurs facilitateurs également. Donc, il y a un travail d'équipe. Donc, même s'il y a des défis pour le personnel, le travail d'équipe est donc une réponse adéquate à ces défis. On voit dans cette citation, on dit la première chose qui fonctionne bien dans le programme, c'est l'équipe. Tout le monde travaille très bien ensemble. Bien sûr, nous avons des styles
d'intervention différents, mais ils vont tous dans le même sens, qui est mettre en place ces programmes pour les résidents. Donc, avoir un but commun est important. La souplesse est également un autre facilitateur. Il y a de nombreux maps, mais chacun est différent. Nous devons donc être flexibles, adapter le modèle pour chaque population, parce que chaque population a ses propres problématiques. Nous ne pouvons pas utiliser un modèle unique pour tous en réduction des méfaits. Donc, il n'y a pas un one size fits all dans ces types de dispositifs. La sensibilité culturelle est un autre facilitateur. Comme je mentionnais au début, il y a un aîné qui vient au MAP, ici une demande du personnel dit: j'essaie d'apprendre autant que possible les cultures des résidents, je veux toujours écouter leurs histoires et m'informer sur les aspects spirituels qui sont appréciés. C'est quelque chose qui, petit à petit, me rapproche d'eux, m'aide à développer des bonnes relations. Et ça facilite également les relations de confiance. Donc, les résidents peuvent être très méfiants, comme on le voit dans cette situation, mais avec le temps, nous développons une relation thérapeutique avec eux. Certains deviennent moins méfiants. Ensuite, ils acceptent de plus en plus les soins, ils viennent au rendez-vous, ils vont mieux. Cela réduit le nombre de visites aux urgences. Donc, je vais donner la parole de nouveau à Stéphanie pour la suite. C'est parfait, le timing est super. Stéphanie, il reste 5 minutes pour terminer avec le témoignage. Formidable. Alors, en terminant, je voudrais rendre hommage à un résident qui s'appelle Simeoni Tukatuk. Simeoni était un homme inuk de 67 ans qui vivait en situation d'itinérance depuis des années. Il consommait de l'alcool afin de gérer son anxiété liée à sa situation. Il avait les cataractes depuis des années, il était complètement aveugle et très vulnérable dans la rue. Il se faisait battre régulièrement et fréquentait l'urgence du CHUM à répétition. Durant une de ses visites, il a vu un ophtalmologiste, mais il n'a jamais été capable de se rendre à un rendez-vous de suivi pour organiser la chirurgie. Il n'avait pas d'adresse fixe, n'avait pas de téléphone. En plus, étant aveugle et anglophone, il n'était pas capable de lire les feuilles qu'on lui remettait à sa sortie pour pouvoir prendre rendez-vous et voir le médecin. Donc, il faisait face à beaucoup d'obstacles et sa situation ne faisait que se détériorer. Alors, Simeoni est l'un des premiers résidents du programme de gestion d'alcool de Pâques. Et l'une des premières choses qu'il nous a dit, c'est « Maintenant, je suis à la maison et la chose que j'aime le plus, c'est que je peux dormir toute la journée. Je peux me reposer et cette liberté me permet de relaxer. J'étais très tendue avant de venir ici et cette tension dans mon corps s'est tranquillement évaporée, lentement partie, et mon esprit devient de plus en plus fort. Je ne savais pas que j'étais aussi fatiguée jusqu'à ce que j'arrive au programme de gestion d'alcool. On va aller à la prochaine diapo. Alors, Simeoni, une fois qu'il a été plus à l'aise dans le programme, les coordonnateurs de Pâques et l'équipe médicale du CHUM ont pris le suivi avec l'ophtalmologiste. Simeoni a été accompagné au rendez-vous ainsi qu'à sa chirurgie. Les intervenants l'ont soutenu dans sa prise de médicaments, ses gouttes ophtalmiques, et le tout fut un succès. Par la suite, on le retrouvait au MAP, au programme de gestion d'alcool. Il était toujours en train de lire son journal tous les matins, de lire son National Geographic, qu'il n'avait pas été capable de faire pendant des années. Simeoni nous a quittés en octobre 2024 et laisse une empreinte profonde dans le programme et dans nos vies. Il était généreux dans le partage de son vécu. C'est un homme politique, toujours prêt à plaidoyer pour les membres de sa communauté. Donc, son départ nous attriste, mais avec chaque activité, chaque rencontre, on sent qu'il est toujours près de nous. Merci beaucoup. Alors, ça conclut le 3e et dernier webinaire de cette série. On espère que ça vous a plu. Il nous reste juste à remercier vraiment sincèrement les conférenciers et les participants qui ont fait de ces webinaires-là un succès. On espère vous retrouver pour de prochaines activités. À la prochaine.